Pour ce matin, on m'a donné une vingtaine de minutes pour vous donner quelques clés de lecture sur le potentiel du cinéma dans la réalisation de la transition écologique, vous donner aussi quelques pistes d'action et quelques ressources. Donc on n'ira pas forcément très en détail dans des pistes d'action, mais vous aurez au moins un éventail de ce qui est possible de faire. Avant de commencer, petite présentation de l'ADEME. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes, si vous connaissez la structure. Donc c'est l'Agence de la transition écologique, c'est un EPIC, donc un établissement public qui dépend donc, de ministère de la transition écologique, transition énergétique et de la recherche. Donc on représente à peu près 1200 personnes sur tout le territoire et une petite moitié en direction régionale que je représente. Et notre mission, c'est d'accompagner, grâce à un budget du ministère, d'accompagner les collectivités territoriales, les entreprises et le grand public dans leur trajectoire de transition écologique. Donc comme vous le voyez, on travaille sur à peu près tous les champs de l'environnement, sauf la biodiversité et l'eau, qui sont respectivement gérés par l'OFB et les agences de l'eau. Donc pour ce faire, donc, comme je disais, on accompagne spécifiquement différents publics, donc les collectivités territoriales, entreprises et grand public. On fonctionne aussi en direction régionale par référents territoriaux. Donc ici, pour les collectivités qui sont présentes dans la salle, voici vos interlocuteurs et interlocutrices. Donc on fonctionne aussi par pôle. Donc vous avez mon collègue Julien qui va vous accompagner sur toutes les problématiques énergétiques. Ma collègue Eva Mamel sur les problématiques de déchets, économie circulaire. Et moi-même qui suis votre porte d'entrée sur les problématiques de territoire durable. Et notre directeur régional délégué, Emmanuel Béjanin. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter au-delà de la présentation d'aujourd'hui si vous avez des questions relatives à l'énergie, économie circulaire ou démarche territoriale intégrée. Donc c'est tout pour la petite présentation de ma structure. Donc je pense que vous avez l'habitude, je me suis amusée pour les titres de la présentation. On va commencer déjà par vous présenter quels sont les différents leviers de la transition écologique qui sont, disons, actionnables par une collectivité. Ensuite, quels sont ceux qui vont spécifiquement concerner les cinémas. Ensuite, je vais vous présenter en 3 temps, du coup, des pistes d'action donc on en a déjà cité pas mal ce matin, des pistes d'action qu'on peut avoir sur le cinéma pour la transition écologique. Donc pour commencer, je me suis adaptée à un public plutôt collectivité élue. Néanmoins, je pense que voilà, c'est des messages qui pourront être compris par tout le monde. Pourquoi la transition écologique est une dimension importante à prendre en compte quand vous êtes une collectivité, une commune ou une intercommunalité? Déjà parce qu'elle invite à réfléchir comment fonctionne le territoire, quels sont aussi les potentiels de développement économique. C'est-à-dire qu'on ne va pas fonctionner de la même manière aujourd'hui ou demain à cause du changement climatique, du changement de paradigme. Donc c'est vraiment aussi une autre manière de concevoir le territoire et son dynamisme. C'est aussi bien sûr un moyen d'anticiper, en tous les cas d'intégrer des changements climatiques qui sont même parfois déjà très présents. Donc pour contribuer à la résilience du territoire. C'est aussi, on le verra, la transition écologique, une démarche transversale qui est adaptée à la diversité de compétences que vous pouvez exercer. C'est aussi une réponse à des questions que peuvent se poser vos administrés, les citoyens. Et ensuite, c'est aussi charge aussi au territoire, aux collectivités, de répondre, en tous les cas, d'avoir une réponse aux engagements nationaux. Je ne sais pas si vous êtes du coup au courant forcément de cette initiative, mais en fin d'année 2023, l'État a annoncé la grande planification écologique qui vise à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc autant dire demain. Et donc là, il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place pour impliquer les territoires dans la réalisation de cet engagement. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, bonne nouvelle. Vous serez bientôt sollicité. En quelle mesure cela s'inscrit dans vos champs de compétences? Donc, vous pouvez être compétent sur la santé, sur le développement économique, le tourisme, les politiques de petite enfance, de jeunesse, etc. C'est donc la transition écologique, d'une manière, puisqu'elle va être transversale, elle va aussi inviter les collectivités à imaginer des synergies, à imaginer une autre manière de fonctionner qui pourrait potentiellement faire gagner en efficacité ou en tous les cas créer des synergies entre les politiques publiques.
et donc un meilleur usage, on l'espère, de l'argent public. En tous les cas, à l'ADEME, on l'espère. On développe, du coup, ça, on pourra en discuter ultérieurement, mais des méthodologies qui vous permettent aussi de structurer différemment vos politiques publiques. Et comment concrètement opérer cette transition? Donc, comme je disais, de faire en sorte que cette transition écologique soit transversale, comme un fil conducteur. En tant que collectivité, que ce soit à l'échelle communale ou intercommunale, vous êtes aussi en capacité de savoir quelle est la bonne échelle, quelle est la bonne instance de décision pour traiter ce sujet-là. L'idée, ce n'est pas encore de réinventer des instances de décision, mais bien de voir dans ce qui existe, et je pense que vous en avez déjà beaucoup, laquelle est la plus pertinente finalement pour traiter des solutions de transition écologique. Là, typiquement, on parle aujourd'hui de cinéma, comme on le disait. Le cinéma peut être aussi un objet de transition écologique. Et enfin, en tant que pouvoir public local, vous pouvez être financeur, vous pouvez aussi faciliter le contact entre les acteurs du territoire, vous pouvez aussi être exemplaire, donner l'exemple à vos concitoyens. Donc voici pourquoi les collectivités sont une cible prioritaire de l'ADEME. Là, c'est un petit exemple, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez lire, mais c'était juste un exemple pour montrer dans chaque domaine de compétences qui peut relever la transition écologique. Si on prend juste culture, vie sociale, jeunesse, je cite un exemple, c'est typiquement pour la restauration collective dans les écoles, adopter des circuits courts ou en tous les cas réimaginer les menus de cantine scolaire. Donc ça peut être des choses toutes simples. Ce qu'on conseille souvent, c'est de commencer par des initiatives toutes simples, le fruit le plus mûr de l'arbre, et l'important, c'est de toujours s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, finalement. Et donc, petit focus pour le public ici qui est élu, c'est pas très inclusif. Donc, c'est un réseau qui a été lancé en début d'année par le ministère de la Transition écologique, mais qui est opéré par l'ADEME. Néanmoins, c'est un réseau qui concerne tous les opérateurs de l'État qui vont accompagner les collectivités locales. Donc, c'est un réseau qui est en cours de structuration. L'objectif, c'est de centraliser l'information qui va être donnée aux élus, mais inversement, centraliser un canal d'information qui va nous permettre de faire remonter des besoins locaux et qui pourrait, on l'espère, participer à l'adaptation de politiques publiques nationales, quoi. Donc c'est aussi un moyen pour les élus d'avoir une information simplifiée ou en tous les cas plus efficace pour mieux connaître les dispositifs dont ils peuvent bénéficier, les différents outils, les financements. C'est aussi un réseau qui vise à partager les expériences et les pratiques entre pairs. Et enfin, d'avoir une meilleure visibilité sur des événements, que ce soit au niveau régional ou même national. Donc, en termes d'engagement pour les élus, ce qui est demandé, c'est déjà l'accord du maire. C'est une journée par an pour une présence, donc soit en présentiel, soit en virtuel, et une disponibilité tous les 3 mois pour un webinaire. On espère avoir entre 2 et 3 élus par territoire, sachant que ça peut être EPCI, ça peut être commune, ça peut être il n'y a pas de limite en tous les cas en termes de périmètre administratif. Et à titre d'exemple, il y a eu un premier webinaire il n'y a pas très longtemps, avec une matinée plutôt nationale et une après-midi dédiée au régional, où justement le cas étudié était l'école comme objet de transition écologique. Donc là, c'est assez amusant de traiter le cinéma, puisqu'on a cette approche pratique de dire qu'est-ce qui fait partie finalement de la compétence de la collectivité. Donc je vous invite à aller voir le site, à vous inscrire si vous le souhaitez. Il y a du coup une offre qui est en cours de structuration, puisque je vous l'ai dit, c'est un réseau qui a été lancé il y a quelques mois. L'idée étant encore une fois de ne pas réinventer un réseau, mais bien de s'appuyer, en tous les cas en régional, sur des réseaux existants, par exemple ceux de l'AMF, etc. Et d'avoir une approche concertée avec les partenaires locaux. Il y a également un questionnaire qui sera envoyé sur vos besoins. Donc il y a vraiment un souci de rester pragmatique et pratique sur l'offre de ce réseau. Donc voici pour les présentations un peu de la collectivité, en quoi elle est tout à fait légitime et surtout en quoi c'est le bon échelon pour travailler sur la transition écologique. Maintenant sur le cinéma, promis ça va être édifiant. Donc là ce sont 20 leviers qu'on a identifiés à l'ADEME pour actionner la transition écologique.
en rapport au domaine de compétences des collectivités. Donc on va retrouver les logiques de gouvernance, les sujets relatifs à l'énergie, aux bâtiments, aux déchets, également les politiques jeunesse, d'agriculture, mobilité, etc. Je ne vais pas vous faire la liste. C'est une typologie qui est reprise dans la plupart de nos outils de communication et de sensibilisation pour les élus. Et là, si on regarde ce qu'on peut faire avec les cinémas, on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal. On peut travailler sur l'alimentation durable, on peut travailler sur l'énergie, sur les déchets, sur la mobilité, d'ailleurs je ne l'ai pas mis, sur le bâtiment, la construction, sur les achats responsables, ou même sur l'éco-responsabilité dans le cadre d'événements ou d'achats. Donc vous voyez que c'est pas rien, c'est un beau potentiel. Et donc là, pour détailler ce potentiel-là, j'ai choisi de vous le présenter en 3 actes. Je vais prendre un verre d'eau. Le premier axe, finalement, il sera traité davantage tout à l'heure par le deuxième intervenant. C'est déjà agir sur le réel. Donc le réel, qu'est-ce qu'on entend ici par le réel ? C'est déjà le bâtiment. Le bâtiment en tant que tel, donc c'est un patrimoine architectural, c'est un patrimoine surtout communal. Et donc on peut déjà opter pour une politique de sobriété énergétique, donc qui visant à réduire déjà la consommation de l'énergie et du coup la facture qui sera payée à la fin par la collectivité, et de fait aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre qui y sont associées. Donc sur l'énergie, la logique qu'on préconise souvent, c'est déjà de connaître, de savoir d'où on part, pour après envisager un plan d'action. Donc c'est déjà commencer par faire un état des lieux énergétique de son bâtiment. Il me semble que la semaine prochaine, vous avez un événement sur le suivi des consommations énergétiques. Donc il y a vraiment cette démarche de diagnostic, de suivi, sachant que pour certains cinémas, alors je ne sais pas lesquels vont avoir une surface de plus de 1000 m², mais pour certains bâtiments tertiaires, vous êtes soumis à des obligations réglementaires. Voilà, vous n'avez littéralement pas vraiment le choix que de suivre et de proposer des plans d'action pour réduire vos consommations d'énergie et vos gaz à effet de serre. Une fois que vous avez une meilleure connaissance de ce que vous consommez, vous pouvez après imaginer d'autres sources d'énergie pour le fonctionnement de votre bâtiment. Il y a 2 semaines, on a organisé avec la région Nouvelle-Aquitaine un événement sur les énergies renouvelables thermiques, c'est-à-dire les énergies renouvelables pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment, par exemple, ou une collectivité, un territoire. Sachez qu'il existe différentes solutions, que ce soit pour chauffer l'eau, si vous avez besoin d'eau chaude, que ce soit pour climatiser, si vous avez besoin de rafraîchir. Même si les solutions passives restent à privilégier, ce n'est pas toujours possible, notamment dans des bâtiments anciens. Donc sachez qu'il y a tout un panel de solutions qui est possible. Introduire aussi des critères de performance énergétique quand c'est possible dans les cahiers des charges. Et ça, je pense que pour le coup, vous êtes les mieux placés pour les solutions techniques, mais vraiment veiller pour chaque équipement à des consommations énergétiques qui soient les plus optimales possibles. Donc là, c'est un petit zoom sur un outil Opérat pour les bâtiments tertiaires qui sont soumis au décret tertiaire. Voilà, n'hésitez pas à utiliser. C'est l'outil qui est préconisé pour remplir les consommations énergétiques et aussi structurer les plans d'action. Voilà. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre après. Deuxième axe d'amélioration pour le cinéma, c'est tous les flux qui sont générés tout simplement par le cinéma. Que ce soit la mobilité, c'est-à-dire les spectateurs qui viennent voir les films, les déchets, l'alimentation. Donc 1,1 million de tonnes de CO2, ça peut faire peur, c'est l'industrie cinématographique dans son ensemble. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre-là. Ce qui est intéressant dans ce chiffre-là, c'est de voir que 28% de ces émissions sont liées à la mobilité des spectateurs, donc en fin de cycle. Et le fonctionnement des salles à 8%. Les pistes d'action, là, il y a une petite faute de frappe. Les pistes d'action, c'est privilégier les cinémas de proximité, ça tombe bien, c'est vous. Donc n'hésitez pas à communiquer aussi sur la pertinence de développer cette offre de proximité, aussi pour des raisons écologiques.
C'est aussi tout ce qui est alimentation, confiserie, boisson, de faire en sorte qu'elle soit le plus locale possible. Ça peut paraître du bon sens, en fait, les pistes d'action que je vous donne, mais ça vous permet au moins d'avoir une liste, en tous les cas, un éventail des possibles. C'est renoncer à des projections qui vont demander beaucoup d'énergie, c'est pour la mobilité des spectateurs, essayer d'encourager au maximum des mobilités douces, ou en tous les cas les moins polluantes possibles. C'est lorsqu'on pense déchets, pas penser non plus directement solution de remplacement, mais penser dans un système global, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de tout en termes d'équipement, enfin de consommables, donc penser sobriété. Si on a vraiment besoin des consommables, penser donc à leur tri, à leur utilisation, à leur durée de vie entre guillemets, avant de penser forcément toujours produits recyclables, même si effectivement ça reste une partie de la solution. Donc on est toujours dans une démarche énergie, pensée diagnostic avant de penser solution. De la même manière que pour les déchets, penser d'où on part, quels sont vos besoins avant de penser une solution. C'est la même logique. Ensuite, expérimenter des partenariats pour diminuer son empreinte climat. Donc là, on va y revenir, il y a quelques exemples qui sont intéressants. Et surtout, communiquer sur vos efforts. N'hésitez pas à communiquer auprès des spectateurs, ou même plus largement de vos administrés. Ce sont quelques exemples que j'ai trouvés sur le site de la CNC, pour quelques-uns. Il y a l'association Me Manger au Ciné qui a organisé un concours l'an dernier. Je ne sais pas s'il est renouvelable cette année, mais en tous les cas, vous allez retrouver plein d'idées, plein de fiches actions pour l'alimentation dans les cinémas. Là, sur la gauche, c'est une petite innovation. Benoît Station, c'est un ancien technicien du cinéma qui a proposé de récupérer tout simplement les consommables des salles de cinéma. Je ne sais pas s'il y a un représentant du cinéma de Pessac ici, mais je sais que la ville de Pessac avait un programme avec le coach Yo-Yo sans plastique, et du coup, l'idée c'était... Donc c'est une entreprise, le coach Yo-Yo. L'idée c'est de récupérer du plastique contre des récompenses, entre guillemets. Et il y avait par exemple des places de cinéma pour les administrés qui voulaient bien donner du plastique. J'en sais pas plus, donc n'hésitez pas à demander aussi à vos pairs. Je pense qu'il y a aussi pas mal de pistes intéressantes à côté de chez vous. Ouais. Je passe à des questions avant de passer au deuxième gros bloc, on va dire. Deuxième axe, en tous les cas, deuxième levier d'action possible pour réduire l'empreinte carbone du cinéma, ou en tous les cas faire en sorte que le cinéma puisse participer à la transition écologique, c'est le virtuel. On assiste à une numérisation croissante de nos vies, y compris du cinéma. Donc là, quelques chiffres sur la face cachée du numérique. Bon, je pense aussi que là, on peut penser que c'est du lieu commun, mais les chiffres sont toujours assez éloquents et je pense qu'il est toujours utile de les rappeler, surtout en termes de proportion, puisqu'on est vraiment sur une croissance exponentielle des impacts. Là, je prends juste l'exemple des objets connectés. En 2019, ils étaient 19 milliards, et on anticipe d'ici 2025, donc c'est demain, 48 milliards. Donc d'ailleurs, il faudrait que je regarde en interne s'il n'y a pas une actualisation de ces chiffres. Mais on est vraiment sur un usage du numérique qui est complètement débridé. Et du coup, qui représente quand même des émissions croissantes de gaz à effet de serre au niveau mondial, puisqu'on pense qu'il va doubler d'ici 2025 par rapport à 2019, je crois. Dont prennent la moitié dû aux équipements, mais aussi aux infrastructures de réseau et aux data centers. Qu'est-ce que la transition numérique a à voir avec les cinémas? Encore une fois, je pense que vous, exploitants de salles, s'il y en a dans la salle, vous êtes peut-être les mieux placés. Mais on estime qu'il y a du coup 110 000 films transférés numériquement chaque année vers les salles de cinéma et encore plus de bandes annonces qui sont téléchargeables. Donc des solutions qui peuvent paraître toutes simples, mais qui peuvent avoir un impact, c'est déjà de réduire tout simplement la résolution des vidéos, éviter en fait tout simplement la communication via des vidéos quand c'est possible, communiquer au maximum avec des images, des fichiers sonores ou du texte. Et après, quand il s'agit de matériel informatique pour les salles, vraiment privilégier du matériel reconditionné ou de diversifier les usages pour réduire
leur empreinte carbone en fin de cycle. Donc, maintenant, quelques ressources pour vous, parce que l'idée, ce n'était pas seulement de vous exposer des chiffres, mais aussi de vous donner quelques clés d'action, quelques ressources. Plus largement, sur la communication numérique et la communication responsable, il y a un guide ADEME papier, mais surtout un site internet qui a été développé par l'ADEME sur la communication responsable. Vous allez trouver toute une mine d'or d'informations sur les différents pans de la communication responsable, que ce soit la communication numérique, l'événementiel, voilà, ou même les réseaux sociaux, etc. Autre ressource, c'est le guide de l'État sur l'éco-responsabilité numérique. Green IT, ça va être plus technique sur des solutions de sobriété numérique et d'équipement. Le project, dont j'ai cité quelques chiffres tout à l'heure, si vous voulez avoir des études un peu plus, on va dire, sur le secteur, des études un peu plus globales sur l'impact du secteur du cinéma et voilà, sur le climat. N'hésitez pas à aller voir ces ressources-là. Enfin, le cinéma, un levier d'action pour agir sur les imaginaires. Ça me semblait vraiment important d'insister là-dessus, car c'est un enjeu vraiment pour nous. Donc là, ça peut vous faire peur, mais il faut vous montrer les différents scénarios de transition 2050 qui ont été proposés par l'ADEME. Pourquoi on souhaite... pourquoi on a proposé des scénarios 2050 ? L'objectif est de projeter le grand public, les entreprises ou les collectivités locales, en tous les cas nos partenaires, dans un futur qui est possible et leur donner en fait une visibilité sur l'impact des choix qu'elles font aujourd'hui. Donc on a imaginé 4 scénarios qui répondent pour chacun à des trajectoires, à des choix qui sont opérés par les différents acteurs. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces scénarios. Il y a un site dédié avec des vidéos qui sont très bien faites, en basse résolution s'il vous plaît, par contre les vidéos. Mais très globalement, vous avez d'abord un scénario génération frugale. Là, on va plutôt miser sur l'implication individuelle pour réduire drastiquement sa consommation en ressources, que ce soit l'alimentation, l'énergie, etc. Donc là, vous avez sur la gauche donc en fait, les modes de vie, donc alimentation, habitat, mobilité, ou même choix de société. Ensuite, des démarches transversales, les axes plus transversaux comme technique, gouvernance, territoire. Et enfin, les impacts sur l'économie, que ce soit macroéconomique ou industriel. Donc vous avez vraiment ce premier scénario, on est plutôt sur l'individuel. Le deuxième, on est plutôt sur la coopération entre territoires, c'est-à-dire si un territoire va produire plus d'énergie, mais avoir besoin de ressources alimentaires qu'il peut aller chercher chez les voisins, voilà, on va vraiment miser sur une solidarité, en tous les cas, entre les territoires. Le troisième scénario qui est entre nous est plus celui vers lequel on tend, en tous les cas d'un point de vue sociétal et politique, c'est les technologies vertes, c'est-à-dire qu'on va miser sur des technologies pour réduire notre empreinte carbone, donc avoir une énergie qui soit décarbonée par exemple. Et le scénario 4, le pire, pour moi en tous les cas, de tous, le pari réparateur, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, mais on se dit que dans 30 ans, on va avoir imaginé une technologie qui va permettre de stocker, d'absorber les émissions qu'on émet, etc. Vous voyez que ce sont des choix de vie, mais aussi des choix de vie qui vont être très engageants, mais derrière qui vont aussi impliquer différentes sociétés. Donc demain, dans quelle société on souhaite vivre ? C'est pour ça que les imaginaires sont très importants, parce que le... Oui ? Non. Séparé. Très séparé. Oui, même antinomique. Entre le 1 et le 4, rien à voir. Donc pourquoi c'est important aussi que le cinéma s'intéresse, alors je parle de cinéma, pas seulement les salles, mais les scénaristes, les producteurs de films, etc. Et en tous les cas, c'est une cible de plus en plus touche, en tous les cas avec laquelle on travaille de plus en plus à l'ADEME. Pourquoi c'est important ? Parce que justement, c'est le cinéma qui va proposer des imaginaires. Donc typiquement, si on prend le scénario 1, peut-être montrer que le vélo, ça peut être aussi un signe de réussite, entre guillemets, contrairement à la voiture. Donc c'est renverser des valeurs, c'est aussi proposer des sociétés qui vont privilégier du coup un rapport à la nature différente. Voilà, donc on est vraiment sur vraiment un storytelling qui va être
plus cohérent en fonction des choix de société qu'on souhaite faire. Là, je vous ai mis le lien vers les différents scénarios, donc si vous avez le support après, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Donc très concrètement, sur les pistes d'action, c'est choisir peut-être des films qui vont permettre de sensibiliser aux éco-gestes, qui vont permettre de véhiculer de nouvelles valeurs, en tous les cas des nouveaux récits. L'important étant que ce soit toujours réaliste, bien sûr, tant que faire se peut. L'idée, c'est vraiment d'éviter aussi les scénarios catastrophes, les films qu'on a pu voir, où c'est la fin du monde. Là, on essaye aussi d'avoir un récit positif. Ça peut aussi être via le choix de société de production. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est américain, mais en fait, ils ont pas mal de films oscarisés d'ailleurs dans leur production, mais qui a vraiment pour objectif de participer à un changement social, à un changement en tous les cas d'imaginaire collectif. En France, il y a EcoProd, je vous ai mis aussi le lien, qui est un collectif de producteurs de films, qui propose aussi une autre démarche pour faire des films. La fabrique des récits aussi, je vous invite à aller voir. Donc c'est pas seulement sur le cinéma, c'est aussi sur la photo, le théâtre, c'est tout ce qui va être artistique, qui propose de nouveaux récits. C'est très inspirant. Et je vous ai mis le site des futurs en transition de l'ADEME, donc sur les scénarios 2050. Voilà, donc je crois que j'en ai fini. Ah non, voilà, c'était un petit exemple de la SINA qui est là. C'était un petit exemple de programmation. Donc là, il y a carrément une catégorie film vert. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, il y a la SINA qui est présente pour répondre à ces questions-là, mais ça peut être tout simplement ça, d'inviter les personnes, les spectateurs, à choisir aussi en fonction de ce critère-là. Oui, je ne sais pas si c'est prévu après. Ouais. Oui, ça a fonctionné. Je voulais vous demander, vous avez évoqué la 2D et la 3D à un moment donné, en disant que la 3D démultipliait la consommation. Et est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles il y a une communication qui peut être faite auprès des publics? Parce que moi, je me dis, je vois très bien, j'ai des ados à la maison, et clairement, ça a quand même beaucoup plus de succès, le 3D, que la 2D. Mais on s'est très peu su, en fait, cette question de conso. Voilà. Oui, je pense déjà oui, il y a intérêt à communiquer sur les impacts des choix en fait qui sont faits par les spectateurs. Après, c'est la question, c'est savoir s'il y a des outils de communication pour ça. Je peux regarder, mais s'il n'existe pas, c'est peut-être à créer justement. Les chiffres en tous les cas existent puisqu'ils ont été présentés. Il y a peut-être plus d'indicateurs ou de données pour étayer l'argumentaire. Mais... Et une communication adaptée à un public jeune, je pense que ce serait quand même super intéressant. Alors pour le coup, là, donc je vous ai donné le site communication responsable. Et pour les jeunes, l'ADEME a développé un site MTater, qui est vraiment pour les jeunes collège, lycée, voire étudiants, jusqu'à 25 ans, on va dire que c'est la limite pour les jeunes. Et il y a vraiment une communication qui est faite sur tous les champs, et à voir s'il y a aussi ça sur je sais qu'ils font de la communication sur les jeux vidéo, par exemple, à voir s'il y a aussi ça pour le cinéma. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question sur justement ces initiatives EcoProd, les films verts, etc. À quel point ils sont en vogue, à quel point le mouvement est important ou pas? C'est très récent. C'est assez récent parce que finalement, quand j'ai préparé cette présentation, même en interne, c'est très récent. EcoProd, je crois que ça va faire 2 ans qu'ils existent, ou en tous les cas qu'on commence à vraiment en parler. Il y a même l'étude de l'ADEME, on a fait une étude sur le storytelling et la transition écologique pour les scénaristes. C'est très très récent. Après, je pense que c'est assez inéluctable et que ça prend de l'ampleur aussi parce qu'on est aussi une nouvelle génération, je pense, dans le métier. Mais pour répondre à votre question, je pense que là, ouais, on est sur des prémices. Mais par contre, pour Cinéma Vert, vous avez la SINA qui est juste à côté. Donc, voilà.
répondre directement après. En fait, pour préciser ma question, je demande ça parce que j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu entre soi, par groupe où on est super convaincu et on suit ces mouvements, et avec des personnes qui sont aussi convaincues. Et par moment, j'arrive à m'extraire de ce cercle. Et j'ai des discussions qui me paraissent surréalistes avec des gens qui sont complètement sur le scénario 4. Oui. Et je ne sais pas à quel point... voilà, bienvenue dans notre monde, hein. Moi, c'est au quotidien, l'ADEME. Hein. Parce qu'on travaille dedans, et effectivement, oui. Après, je pense qu'il faut justement se rapprocher des personnes qui ont envie de faire avancer les choses sur la transition écologique. C'est pour ça que je vous ai mis plusieurs sites de collectifs ou d'initiatives qui existent déjà pour les rejoindre. Typiquement, là, sur... Non, mais sur les imaginaires, sur les nouveaux récits, vous retrouverez ça, pour le coup, c'est hyper inspirant. C'est au-delà du cinéma, donc ça va vraiment toucher à d'autres secteurs qui peuvent aussi être en synergie avec ce que vous proposez. Donc la seule recommandation, effectivement, c'est de prendre le bateau et de prendre le train en marche et participer à l'élan collectif, quoi. Oui, moi je voulais revenir sur le chiffre qui frappe là, c'est-à-dire que 28% des émissions concernent la mobilité pour le cinéma. Ça, je pense que c'est un sujet que les salles ne se sont pas vraiment emparées, mais même pour certaines considèrent que ça ne fait pas partie de leur impact propre. Il y a des discussions autour de ça. Je voulais savoir s'il existait des outils, il doit bien exister des outils sur lesquels on pourrait s'appuyer, ou en tout cas s'inspirer pour favoriser le covoiturage. Alors, on mesure que, en fait, il faudra un outil clé en main, pratique, accessible pour le public et la salle de cinéma. Enfin, c'est un vrai enjeu dont on parle depuis quelques temps et dont on n'arrive pas vraiment à s'emparer, quoi. Alors là, pour le coup, ce que vous disiez en introduction est complètement en ligne avec cette problématique de mobilité, c'est-à-dire que ce sont les collectivités qui peuvent agir, qu'elles soient autorité organisatrice de mobilité ou pas, elles peuvent toujours avoir un levier d'influence. Donc, dans la mesure où le cinéma fait partie du patrimoine communal, elles peuvent très bien avoir une logique de sensibilisation et proposer des outils pour ces administrés. Donc, on n'a pas des exemples spécifiques pour le cinéma. En revanche, on peut avoir des exemples d'initiatives menées par une collectivité vers les équipements municipaux. Un exemple, là, il y a le challenge des écoles qui va être organisé là, au mois de mai. C'est des collectivités volontaires qui souhaitent se challenger les écoliers, la manière dont ils vont aller à l'école. Donc ça challenge surtout les parents. Voilà, donc ça peut être des petites initiatives comme ça à réaliser. Nous, on peut offrir un cadre d'accompagnement pour certaines initiatives comme celui-ci, la challenge des écoles. Après, pour le cinéma, encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de choses à inventer encore. Mais nous, on peut faire des recherches sur qu'ont fait certaines collectivités, avec quel appui, et surtout des petits outils qui existeraient déjà, quoi, sur le calcul de l'empreinte carbone du spectateur, par exemple. Après, ça peut être tout bête, comme faire en sorte qu'il y ait des bords de vélo ou communiquer sur du covoiturage possible. C'est possible. À compléter. Raphaël Maestro, je suis président de SINA et moi j'ai répondu au problème de la mobilité parce que je exploite un circuit itinérant, donc c'est moi qui vais chez les spectateurs. Ça réduit un peu. Sur la question en fait de la mobilité, Florent, pour te répondre, il y a une structure qui s'appelle la CAP qui fait partie des territoriales. La CPG est présente sur un groupe en fait qui regroupe toutes les assos territoriales de salles de cinéma indépendantes en France. Et donc il y a cette structure en Haute-France qui a répondu à un appel à projet France 2030 sur la mobilité. Et donc je pense que tout ce qui va être produit par cette association a vocation à être partagé. Sur la question qui a été posée aussi sur la 2D, 3D, comment vous dire, le fait est qu'on passe tous à la transition laser, donc en fait la question ne se pose pas du tout dans les mêmes termes qu'avant, où effectivement c'était très énergivore. Ça l'est beaucoup moins avec la transition laser, donc effectivement je pense que ça me semble un peu un détail en fait de faire une sensibilisation sur le fait que ça consommerait un tout petit peu plus sur cette projection-là, puisque du coup on est dans l'obligation de passer à cette transition énergétique-là.
Et de façon générale, je pense que le gouvernement n'a pas donné une bonne... c'est facile, en fait, pour beaucoup d'exploitants de se dire que ce n'est pas un sujet, quand on voit la façon dont a été gérée la crise agricole, hein, et les compensations qui vont largement, à contrario du développement durable, qui sont posées par le gouvernement pour répondre à des questions très précises et très légitimes de la part des agriculteurs. Donc ça participe quand même à un mouvement où, en fait, voilà, c'est bien le développement durable, mais c'est quand ça marche bien dans nos filières professionnelles. Donc c'est tout sur ça qui est en jeu. Et moi, j'ai le plaisir de participer à la commission écologie de la Fédération nationale des cinémas français, dans lequel il y a bon nombre d'exploitants qui regroupent les circuits, les grands circuits, hein, donc les Gaumont, les Pathé et CGR. Ils ont des responsables RSE et développement durable au sein de leur structure. Ils nous ont bien dit 2 choses en préambule avant de participer à la commission. C'est on ne parle pas de la confiserie, qui est le sujet principal, en fait, pour les salles de cinéma, mais ce qui est la plus haute valeur ajoutée aussi pour le modèle économique de ces salles, et la mobilité. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la mobilité parce que c'est trop compliqué. D'où l'intérêt de travailler aussi avec des structures qui sont spécifiquement sur ces sujets. Et puis il y a d'autres réseaux, notamment l'ACRIRA, je crois, qui, en Auvergne-Rhône-Alpes, avait mis en place une application qui commence à émerger un petit peu sur la mobilité. Alors, je vais juste parler de la CAP et de la CRIRA, donc il l'a fait, donc je ne vais pas revenir dessus. Pour ce qui est de la CAP, nous, on a accepté en tant que SINA de faire partie du comité technique. Donc, s'ils sont éligibles au projet, on pourra également avancer là-dessus. Pour la CRIRA, ils sont pratiquement à 1 an d'expérimentation. Donc, voilà, tous les réseaux sont en train de regarder leur outil pour savoir si ça vaut la peine de pouvoir le récupérer en région et de pouvoir le dupliquer sur le territoire national. Pour ce qui est du slide que vous avez montré sur les films verts, donc au sein de SINA, les films, c'est essentiellement de la thématique écologique. Pour l'instant, on n'a pas mis en avant les films qui sont labellisés écoprod, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est essentiellement voilà, sur ce travail et des thématiques. On a une commission là-dessus qui choisit et labellise des films. On a des tournées qui sont mises en place, mais c'est essentiellement des films à thématique écologique. J'avais une question concernant des critères tertiaires dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc nous, c'est effectivement pas énormément de salles, mais enfin, il y en a quand même quelques-unes qui sont concernées par le décret tertiaire. Il fallait s'inscrire sur la plateforme Opéra en fin d'année, mais je crois qu'il y a un délai qui a été... c'est 6 mois, enfin, jusqu'à l'été 2024. Est-ce qu'il y a une avancée par rapport aux valeurs de référence pour les salles de cinéma ? Parce que pour l'instant, personne ne bouge parce qu'il n'y a pas de valeurs qui ont été positionnées là-dessus. Je dirais que je ne sais pas aussi parce que sur le fonctionnement de la plateforme Opérate, faudrait que je demande. En tous les cas, je sais qu'effectivement, il y a pas mal de retard. Que nous, on est... Voilà, enfin, l'objectif, c'est quand même d'inciter un maximum d'acteurs à la remplir. Après, s'il y a des freins, tout simplement sur ce qu'il y a une valeur ou pas pour le cinéma, moi, c'est des choses que je peux faire... Enfin, en tout cas, je peux me renseigner et faire remonter, parce que s'il s'agit de ça, c'est des remontées qu'on nous, on n'a pas forcément, en fait. Parce que si les gens remplissent pas, mais qu'on ne sait pas pourquoi, voilà, c'est pas toujours aussi fluide. Donc, non, j'ai pas la réponse pour la question de la valeur, mais par contre, je peux me renseigner et voir si c'est en cours, quoi. Et moi, je voulais bien réagir à la question de Florent. Juste pour me resituer, je travaille à la direction de la culture au département. Et justement, sur cette question des collectivités qui doivent s'emparer de ces questions, on a lancé une politique croisée culture-environnement. Et dans le cadre de cette politique, on fait des expérimentations, parce que c'est vrai que c'est des sujets... On ne sait pas toujours exactement par quel bout les prendre, et notamment sur la mobilité des spectateurs, mais avec les festivals pour l'instant. Donc on a associé un certain nombre de festivals pour travailler vraiment sur cette question de la mobilité des publics, de quelle plateforme utiliser, de comment mieux valoriser les circulations douces. Et par ailleurs, on a un groupe de travail avec la DRAC, la ville de Bordeaux, la métropole, la région, où on travaille aussi ces questions-là, et on va lancer un chantier sur les mobilités des spectateurs. Alors moi, j'avais une autre question. Je voulais savoir si y avait un lien qui était fait aussi en direction des écoles audiovisuelles, des écoles de cinéma. Parce que finalement, sensibiliser les prochains professionnels à toutes ces questions-là, ce serait intéressant. C'est très intéressant. Je sais que déjà, il y a une sensibilisation des professionnels tout court.
Après, la marche pour aller vers les écoles, peut-être à franchir. Mais encore une fois, c'est des travaux qui sont même à l'ADEME assez... Enfin, en tout cas, je parle des imaginaires. Hein. Je ne parle pas forcément de tout ce qui va être ce bâtiment qui est encore différent. C'est assez récent hein, à l'ADEME, pour le coup. Ce qui est aussi récent, c'est effectivement l'intégration de ces modules au sein. Alors pour l'école, il y a un master direction d'exploitation, on a la FEMIS en tout cas qui intègre parfaitement en tout cas ces questions. Sur la formation des professionnels, aujourd'hui ça touche beaucoup plus, on va dire, les professionnels de la création et de la production parce qu'il y a des éco-conditionnalités, en tout cas des aides aujourd'hui. Elles ne sont pas en tout cas aujourd'hui appliquées, j'allais dire, aux aides accordées par le CNC pour l'exploitation. Mais évidemment, il y a des organismes qui proposent aujourd'hui, encore une fois, ce type de, je dirais pas de formation certifiante, mais en tout cas des modules de sensibilisation quand je dis organisme, ça va de la DRC à la CST à d'autres, je dirais, EcoProd s'y intéresse, par exemple, pour aussi à destination des exploitants. Donc voilà, on a un certain nombre de propositions de formation, mais elles ne sont pas, en tout cas, intégrées au cursus, hormis à la FEMIS. Mais vous savez qu'il n'y a pas d'autres écoles d'exploitants. Enfin, je ne crois pas. Puisqu'on parle de la formation aussi, c'est comment on va intégrer dans la notion de formation celle des enseignants dans les établissements scolaires. Tu en parlais, Cécile aussi, pour être sensibilisé, pour ensuite que l'enseignant puisse accompagner au mieux, être dans la médiation vis-à-vis des étudiants, enfin, ou des lycéens, ou des collégiens, ou c'est le public des collégiens aussi. Mais voilà, je pense que le lien professionnel alors au niveau de l'ADEME, mais je parle du professionnel du cinéma et éducation nationale n'est pas à négliger non plus.